Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour les séminaires ASAP en collaboration avec PEPFAR. Le sujet du jour tourne autour de l'optimisation des ressources humaines de santé. Ce séminaire est préparé par le département Health Workforce de USAID. Donc, sans plus tarder, voilà. Comme d'habitude, les quelques annonces, on débute par quelques annonces du projet ASAP avant d'attaquer le vif du sujet, comme on l'a dit, qui tourne autour de l'optimisation des ressources humaines de santé. Aujourd'hui, je vais co-présenter la session avec Geraldine Hoover de USAID. Je présente la session en français et Geraldine sera en charge de répondre à vos questions, à vos interrogations en anglais et puis je vais faire la traduction. Geraldine? D'accord, merci beaucoup Désiré. Je m'appelle Geraldine Hoover, je suis une infirmière et aussi je travaille comme analyste de données de le personnel de santé avec USAID et je suis heureuse de rester ici avec vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Geraldine. Donc, Geraldine sera avec nous tout au long de la session pour répondre à toutes vos interrogations. Merci. Donc, pour le webinaire, vous savez, à chaque fois, on a inséré dans le webinaire des sections de questions-réponses pour pouvoir répondre à vos interrogations. La meilleure façon de poser les questions, c'est d'utiliser l'option Q&A. L'option Q&A, donc le bouton Q&A qui apparaît sur votre écran. N'utilisez pas le bouton chat parce que les questions posées dans le bouton, dans l'option chat ne sont pas répertoriées. Puis juste à la fin du séminaire, elles disparaissent. Donc, nous nous focalisons sur tout ce qui est Q&A. Donc, faites l'effort d'y poser votre question. À la fin de ce webinaire, on va dire environ 20-30 minutes avant la fin du webinaire, il y aura un sondage qui va vous être partagé. Il prend environ 20-30 secondes pour répondre. Si vous pouvez faire l'effort de répondre aux questions qui sont posées, parce que c'est une enquête qualitative qui nous permet d'améliorer nos prestations et de continuer à vous servir. Le quatrième point concerne les enregistrements des différents webinaires. Nous sommes à maintenant plus d'une vingtaine de webinaires organisés et les enregistrements, qu'ils soient vidéo, audio, les présentations PowerPoint, ainsi que les questions-réponses écrites sont disponibles sur le site que vous voyez là, www.intrahealth.org/asap-ressources. Donc, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Vous allez avoir pour tous les séminaires passés, que ce soit en anglais ou en français, qui soient orientés opération ou programme, tous les enregistrements, toutes les présentations PowerPoint, ainsi que toutes les questions-réponses écrites. Et bien sûr, dernier point, juste à la fin de ce séminaire, un lien vous sera envoyé par email pour pouvoir accéder aux informations de la session d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on passe avant le vif du sujet, les séminaires à venir. Sur la droite, vous avez le programme des séminaires à venir en français. Donc, il y a un séminaire planifié sur les exigences juridiques du gouvernement américain dans les programmes de lutte contre le VIH. La date est encore à déterminer, mais la session en anglais sera déjà la semaine prochaine, le 15 avril. Le 28 avril, on a un séminaire qui est programmé et qui a été demandé par vous, chers participants. Et ce séminaire va concerner le coût indirect, le NICRA et le de minimis. Donc, c'est l'un des sujets les plus chauds qui nous revient ou qui nous est revenu de plus en plus depuis que nous avons commencé la série de séminaires. Donc, informez vos managers financiers, informez tout le personnel, la direction, ou même les conseils d'administration de vos différentes organisations pour cette session super importante sur l'obtention des 10% des minimis ou du NICRA. Le 5 mai, il y a une session avec un thème plutôt programme qui touche les tests et les changements de comportement.
Et le 26 mai, on aura une session plutôt opération avec comme sujet la conformité en matière d'approvisionnement, de logistique et de gestion des immobilisations. Donc, voilà le programme pour les 2 mois à venir et faites en sorte d'informer les membres de vos équipes qui sont concernés par ces différents sujets. Donc, on arrive maintenant au début de notre session proprement dite et on débute par la question des priorités techniques en matière de ressources humaines de santé de USAID et PEPFAR. On débute par un petit historique des différents investissements financiers faits par PEPFAR dans le personnel de santé. Vous savez, les investissements en matière de personnel de santé sont une priorité absolue pour PEPFAR. Et déjà en 2014, l'objectif premier de PEPFAR était de former, PEPFAR avait eu un mandat du Congrès américain pour former 140 000 professionnels et paraprofessionnels de la santé. L'idée à l'époque était de capaciter le personnel à travers les pays soutenus par PEPFAR pour leur permettre de soutenir les actions de lutte contre le VIH. Donc, jusqu'à 140 000 personnes avaient été formées et cet objectif a été atteint en 2014. Plus tard, en 2015, il y a eu la nouvelle stratégie PEPFAR autour des ressources humaines de santé. Et cette stratégie-là visait à revitaliser la gestion des ressources humaines de santé en mettant l'accent sur la réduction des insuffisances en matière de gestion du personnel, mais plutôt dans les établissements et dans les centres communautaires. Donc, le focus a vraiment été sur les centres communautaires et s'assurer que le personnel à ce niveau-là existait en nombre et avait la capacité de gérer le changement stratégique qui avait été opéré autour de la stratégie VIH. En 2017-2018, la stratégie a été intensifiée pour contrôler l'épidémie. Donc, c'est l'époque des 90-90 qui, plus tard, s'est transformée en 95-95-95. Donc, des investissements supplémentaires en personnel avaient été octroyés par PEPFAR à travers les différents pays pour permettre de progresser dans le contrôle de l'épidémie. Et tout dernièrement, l'impact de la pandémie COVID à partir de l'année dernière a obligé une reconfiguration rapide des ressources humaines soutenues par le PEPFAR pour assurer que les prestations en matière de VIH continuaient à un certain niveau malgré l'impact de la pandémie. Et puis, on va le voir lors des prochaine diapositive, comment est-ce qu'une partie du personnel PEPFAR VIH a été mobilisée pour soutenir les actions de réponse face à la pandémie du COVID. Donc, voilà ici un petit chronogramme qui montre les différentes étapes clés de la gestion des ressources humaines de santé dans l'agenda PEPFAR. À travers le monde, USAID emploie plus de 90 000 personnels de santé dans ses cliniques et puis dans ses centres communautaires autour des prestations de services contre le VIH. Et vous voyez les pays soutenus par le PEPFAR à travers, certains pays soutenus par le PEPFAR à travers le monde. Donc, il s'avère que parmi les agents de santé, parmi les 90 000, il y a environ 58% qui sont plutôt des agents auxiliaires, tandis que 16% du personnel concerne des agents du staff technique. Et un point important, au moment de la pandémie, il y a eu une adaptation très rapide des services de ressources humaines de santé pour pouvoir répondre aux demandes de la pandémie et mettre ainsi à profit les ressources disponibles pour soutenir la riposte contre le VIH. À titre d'exemple, on peut voir en Afrique du Sud, sur les 5 000 agents de santé communautaires soutenus par le PEPFAR, environ 2 000 ont été mobilisés par USAID pour soutenir la réponse dans la lutte contre le COVID. Donc, c'est pour démontrer comment est-ce que cet exemple nous permet de démontrer comment est-ce que du personnel destiné à la prévention ou au traitement ou aux activités de VIH
a rapidement été mobilisé pour soutenir la lutte ou la riposte contre le COVID lorsque cela est arrivé. Bien sûr, notre session d'aujourd'hui ne concerne pas le COVID, mais il est quasiment impossible aujourd'hui de parler ressources humaines de santé sans parler de l'impact du COVID sur la gestion du personnel de santé. Ainsi, lorsque a débuté la pandémie, des pays ont signalé très rapidement des retards dans la prestation de services parce qu'il y avait d'abord un manque d'information qui a causé la peur parmi les agents de santé. Et puis, à côté de cela, il y avait aussi le manque d'équipements de protection personnelle ou des équipements de protection individuels qui étaient inadéquats. Donc, on sait que cela a créé des retards dans la prestation de services. Aussi, le personnel de santé à travers plusieurs pays a contracté le virus COVID-19, ce qui, bien sûr, a eu un impact sur les prestations de services dans les différentes communautés. Et pour finir, avec la peur qu'a engendré la pandémie, on sait que plusieurs agents de santé ont été victimes de violences du fait de la pandémie. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont survenus autour de la pandémie et qui ont occasionné de nombreux retards dans la prestation de services dans la gestion de la pandémie, de l'épidémie VIH. Cependant, une majorité de pays ont réussi à reconfigurer leurs ressources humaines de santé pour soutenir ou pour continuer à soutenir les prestations de services VIH pendant la pandémie, au plus fort de la pandémie. On sait qu'il y a eu, au début, pendant les périodes de confinement, il y a eu des questions d'approvisionnement qui se sont posées et les adaptations des différents pays ont inclus, par exemple, l'installation d'appoints pour arriver à décanter certains centres et puis l'utilisation d'agents communautaires mobiles pour pouvoir intégrer les différentes communautés et puis continuer à dispenser les services nécessaires. À côté de cela, il y a eu aussi l'expansion de l'utilisation des services de santé à distance, la télésanté, et puis la formation du personnel virtuel. Donc, le personnel a été formé à distance pour pouvoir non seulement répondre aux questions ou aux challenges posés par la pandémie COVID, mais aussi à pouvoir adapter les différents services fournis dans le cadre des programmes VIH. Donc, il y a une nécessité d'un suivi continu de la dotation du personnel, donc un suivi du nombre de personnel alloué aux différents services et aussi pour arriver à comprendre les changements générés par l'impact de la pandémie sur les ressources humaines de santé. La pandémie COVID a énormément impacté tous les services de santé. Il y a eu des changements qui se sont opérés ou des adaptations qui se sont opérées. Comprendre ces changements-là, comprendre leur impact permettra d'informer les futurs changements et cela de manière plus rapide. Aussi, il est important de réfléchir à la manière de maintenir certains changements de personnel afin que les modèles de prestation de services continuent malgré l'impact de la pandémie. Aussi, des questions économiques, elles sont inévitables. Donc, la pandémie a ralenti la croissance économique pratiquement dans tous les pays du monde et le manque de disponibilité, le manque de ressources financières au niveau des États a joué sur la disponibilité des ressources pour financer les rémunérations du personnel de santé. Aussi du personnel qui aurait dû être recruté, du personnel qui aurait dû être formé, n'a pas pu l'être du fait de la réorientation, du fait d'abord de la baisse des ressources financières, mais aussi du fait de la réorientation des ressources existantes. Donc, il est nécessaire de mettre davantage l'accent sur l'utilisation plus optimale des dotations du personnel en ressources de la santé, y compris au niveau des agents communautaires, pour pouvoir générer des gains d'efficacité.
Donc, c'est tous ces points-là que nous allons discuter lors de la session d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce que dans un environnement où les ressources financières diminuent, on peut arriver à rester efficace? L'idée, c'est d'arriver à optimiser les ressources existantes. Et on va voir ici, on va voir lors de la session d'aujourd'hui les options pour cette optimisation. Ici, on a un petit synopsis de quelques pays soutenus par le PEPFAR. Donc, il s'agit des dépenses moyennes de quelques données, hein, mais qui montrent non seulement le nombre de FTE, qui concerne le nombre de personnel à temps plein dans les différents pays, mais aussi le coût total investi. Donc, vous voyez la petite croix ici. Donc, c'est le pourcentage des dépenses de personnel par rapport au coût total rapporté à PEPFAR. Donc, le coût du personnel rapporté aux dépenses totales. Donc, plus la carte est foncée, comme un petit exercice géographique, comme ici en Côte d'Ivoire et au Botswana. Donc, plus la carte est foncée, plus il y a le taux de dépenses en matière de personnel est élevé par rapport aux dépenses totales. Et plus la carte est légère, comme ici au Cameroun et au Nigeria, moins le taux de dépenses est élevé. Donc, ici, nous avons Haïti, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, l'Éthiopie, le Burundi, le Botswana et ici le Zimbabwe. Donc, vous voyez ici, en plus de donner l'information sur le nombre de staff, la collecte des données a aussi permis de savoir le pourcentage de dépenses orientées vers la gestion du personnel. Et la même étude a permis de déterminer que 58% du personnel déclaré était du personnel auxiliaire, donc c'est-à-dire du personnel non clinique, mais qui fournit quand même des prestations de services. Donc, c'est le genre d'information qui peut vous aider plus tard à orienter votre gestion du personnel. Aussi, 14% du personnel a déclaré être engagé sur des activités autres que les qui a déclaré être engagé sur des opérations autres que les prestations de services représente néanmoins 42%. Donc, vous voyez du personnel, 14% du personnel qui n'est pas engagé sur les prestations de services représente 42% des dépenses de personnel. Donc, il est important de savoir la composition alors des différents groupes de personnel que vous avez autour de vos programmes VIH pour pouvoir déterminer un peu plus efficacement l'allocation future. Un point important, l'étude a démontré que 33% des dépenses du personnel émanaient des sous-récipiendaires. C'est vrai que souvent, dans le rapportage, les questions les éléments des sous-récipiendaires sont un peu regroupés, mais quand on découvre que 33% des dépenses du personnel concernent les sous-récipiendaires, on peut se poser la question sur le besoin d'améliorer ou d'accroître les niveaux de gestion de ces ressources-là. Maintenant, lorsque USAID a besoin de données sur les ressources humaines de santé, de quoi il s'agit? Donc, l'idée ici, c'est de dire les points clés que recherche USAID quand on parle de ressources humaines de santé. Donc, le premier point, c'est d'abord la composition du personnel entre les différents mécanismes. Vous voyez, donc, quel type de personnel est utilisé, est employé sur les différents projets et arriver à les classer par catégorie de personnel et puis à les répartir sur les pays et dans les pays. Donc, c'est d'abord la composition des équipes, savoir quel rôle ils jouent. Le deuxième point, c'est au niveau de la prestation de service, hein, ou des prestations hors service, quelles sont les activités exactes ou quelles sont les activités exactes menées par le personnel de manière désagrégée. Donc, aller en profondeur pour comprendre. Le personnel joue un rôle maintenant dans la prestation de service ou dans les prestations de service ou dans l'assistance technique. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Le troisième point concerne la répartition du personnel à travers la géographie hiérarchique. Donc, vous avez un pays
le pays est subdivisé en unités par USAID PEPFAR, et puis comment est-ce que ce personnel-là est réparti à travers les différentes unités, et puis comment est-ce que la répartition du personnel s'aligne par rapport aux objectifs et aux réalisations d'objectifs au niveau du pays. Et le dernier point important à savoir aussi, c'est notre actualité depuis un peu plus d'une année maintenant, c'est quels sont les changements de personnel qui sont apportés en réponse ou du fait de la pandémie COVID. Et comment est-ce que la pandémie a affecté la gestion du personnel dans le cadre des programmes VIH. Donc, voilà ainsi les points clés qui sont recherchés par USAID aujourd'hui, en ce moment, lorsque il est question de gestion des ressources humaines de santé. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Je vais regarder rapidement la section Q&A, excusez-moi. Donc, il n'y a aucune question de poser. N'hésitez pas à parcourir l'option Q&A et puis poser vos questions. On va essayer de faire des petits stops pendant la session pour répondre à vos interrogations. Donc, vu qu'il n'y a pas de questions pour le moment, on va continuer. OK, la deuxième partie de notre intervention concerne, on a parlé de l'importance de ces données-là. Maintenant, on va parler de la collecte. Comment est-ce que ces informations sont collectées et puis comment est-ce que ces informations sont utilisées. OK, ici, vous avez un aperçu des obligations de rapportage PEPFAR en matière de gestion des ressources humaines de santé. Donc, historiquement, le rapport PEPFAR pour ce qui est de la gestion des ressources humaines de santé, c'est le HRR-CUR, voilà, qui fait partie des indicateurs mères que vous connaissez sûrement. Donc, le HRR-CUR permet de capturer le nombre d'agents de santé qui travaillent sur des activités liées au VIH et qui reçoivent une forme de soutien, que ce soit un soutien financier, un salaire, un soutien en non numéraire. Et ce rapport permet aussi de capturer les dépenses totales consacrées aux différents agents. Donc, ici, il s'agit du nombre de personnel, mais aussi des ressources financières affectées à eux. Cependant, cet indicateur ne concerne que le personnel qui fournit des prestations de services aux patients. Donc, il n'inclut pas les notions de personnel impliqué dans l'assistance technique ou dans la gestion de programme, alors qu'on sait, on a vu les statistiques un peu plus tôt, que du personnel non impliqué dans la prestation de services représente un fort pourcentage des dépenses de personnel total. Donc, c'est une limitation qui existe au niveau de cet indicateur-là. Aussi, l'indicateur regroupe, il synthétise un bon nombre d'informations. Donc, les cas distincts tels que les infirmiers, médecins et tout ça sont regroupés en catégories, ce qui limite en fait la possibilité d'analyser quel type de personnel effectue telle activité. Vous voyez, donc il y a une limitation à cet indicateur-là. La deuxième source d'information, c'est le Expenditure Report, pour lequel nous avons déjà eu 2 séminaires à ZAP en français. Donc, le Expenditure Report, lui, se focalise plutôt sur le niveau de dépenses. Donc, il permet de déterminer l'investissement financier total pour les différentes catégories de coûts. Qu'il s'agisse, on connaît les catégories de coûts de Expenditure Report, donc il y a d'abord le personnel, les différents éléments des budgets USAID, mais à côté de ça, on capture l'information sur les catégories cliniques, auxiliaires, ou bien les catégories de personnel impliqués dans la gestion de programme. Donc, c'est plutôt les dépenses en fonction des différents domaines qui sont capturés par le Expenditure Report.
Donc, le Expenditure Report nous donne les dépenses totales par domaine d'intervention, mais ne nous permet pas de saisir le nombre d'employés. Donc, on ne sait pas dans les différents domaines d'intervention quels sont le nombre d'employés. On a le coût total, mais on ne sait pas le nombre d'employés. Et ça ne permet pas de ventiler aussi les informations des sous-récipiendaires. Jusqu'à présent, dans le Expenditure Report, la dépense totale qui vient des sous-récipiendaires est rapportée en une seule ligne unique sans désagréger par nature de coût. Donc, on n'arrive pas à déterminer à travers le Expenditure Report les coûts de personnel générés par les sous-récipiendaires. Alors que tout à l'heure, on a vu que lorsqu'on faisait l'analyse, jusqu'à 33% des coûts du personnel total pouvaient être générés par les sous-récipiendaires. Mais le Expenditure Report ne donne pas cette fragmentation de l'information. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un indicateur nouveau qui est le HRA Inventories, qui est en train d'être développé et qui est déjà utilisé dans certains pays. Donc, cet indicateur-là permet de capturer l'intégralité de l'impact du personnel des partenaires PEPFAR par type ou par rôle et les rémunérations qui sont associées à chaque type. Vous voyez, donc vous avez du personnel regroupé en différentes catégories et puis on peut déterminer pour chaque catégorie le niveau de dépenses. Donc, cet indicateur permet aussi d'inclure les niveaux de dépenses, pas seulement des programmes USAID, PEPFAR, mais de déterminer le niveau de dépenses pour le Fonds mondial et puis d'autres partenaires. Donc, ça permet de capturer la globalité. Donc, on a ainsi une information plus globale qui pourra permettre de déterminer la part de PEPFAR dans l'investissement global, mais aussi de fragmenter l'information par catégorie de personnel. Le petit hic, c'est que cet outil n'est pas encore totalement standardisé entre les pays. Cependant, il est emmené à devenir l'outil standard pour le rapportage et le suivi en matière de ressources humaines de santé, en remplacement du premier outil ici, de l'outil traditionnel, le HRCare. Donc, à partir de quatrième trimestre de l'année fiscale, il va petit à petit remplacer le HRCare comme outil standard de rapportage de la gestion des ressources humaines de santé. Donc, à quoi servent ces informations-là? Donc, c'est un tout petit peu l'une des diapositives précédentes, mais plutôt utilisée de manière en regardant les objectifs. Donc, ça nous sert à examiner la composition du personnel et la répartition géographique sur un pays. Hein, les mêmes données nous permettent aussi d'évaluer l'alignement entre le personnel, les objectifs fixés et puis les performances. Donc, on veut mettre l'accent sur, par exemple, le traitement ou sur la prévention. Quelle est la proportion de personnel ou l'investissement financier injecté dans ces différents domaines d'intervention-là par rapport au niveau des objectifs, mais aussi au niveau des performances. Donc, la collecte des données, l'analyse des données de ressources humaines de santé nous permet de mener cette analyse-là sur l'alignement. Ça nous permet de comprendre aussi le rôle joué par le personnel dans les centres de prestation de services, mais aussi au-delà des niveaux de prestation de services et au niveau de l'assistance technique. Qui fait quoi exactement? Et puis, comme dernier usage, les données de ressources humaines de santé nous permettent de comprendre le type de personnel qui génère des coûts. Donc, quel type de personnel génère tel coût? Vous voyez, donc c'est important de pouvoir avoir cette corrélation-là et ajuster quand nécessaire les différents investissements vers les types de personnel nécessaires. Et puis, voilà, savoir en fonction de la dotation du personnel, quels sont ou bien en fonction de l'orientation des programmes, quels sont les personnels qui seront nécessaires et déterminer ici l'investissement financier qui devra accompagner cet objectif.
Ici, on va parcourir une série de graphes qui sont des présentations graphiques de l'utilisation des données. Donc, ici, nous voyons différentes zones géographiques d'un pays et ces différentes zones géographiques sont partagées en fonction des différentes catégories de l'Expenditure Report. Donc, le personnel autre en bleu clair, le personnel clinique en bleu et puis en bleu foncé, le personnel auxiliaire. Donc, vous voyez qu'une utilisation, une analyse des données peut nous permettre de savoir pour chaque type géographique, ici, on a le nombre de personnels, vous voyez, dans chacune des catégories sur une zone géographique. Donc, il y a une distribution sur les différentes zones. Donc, ça permet d'analyser, de savoir au niveau de chaque zone géographique qui fait quoi, de savoir la composition et la répartition du personnel. Et c'est cette présentation-là, vous pouvez la faire comme ça, sous la forme de barre, ou bien vous pouvez l'utiliser sous la forme de cartes. Il s'agit de votre préférence, mais c'est des éléments qui vous permettent de savoir, en fonction des zones géographiques, le nombre de personnes qui sont investies dans les différentes catégories de personnel. Voilà un autre exemple d'utilisation des données. Donc ici, l'idée est de analyser l'adéquation entre l'objectif sur la gauche. On parle, et c'est la partie objectif, donc c'est les cibles, les targets. Et puis sur la droite, c'est les réalisations pendant le premier trimestre de l'année fiscale actuelle. Donc, vous voyez, en rouge, vous avez le personnel, le pourcentage total de la cible à atteindre, et en bleu, c'est le pourcentage de personnel. Donc, ici, il s'agit de la cible, la target, et puis ici, on passe au niveau des réalisations. Donc, vous pouvez voir qu'en mesurant l'adéquation entre le personnel et l'objectif au départ et à la fin, on peut avoir un certain nombre d'objectifs, d'informations. Pourquoi est-ce qu'au départ, au moment de cibler, on a un gap ici entre le pourcentage de personnel disponible et puis les objectifs, et pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent ici un peu plus en adéquation? Ce sont des analyses que ce système d'analyse des ressources humaines vous permet de mener et de ainsi orienter votre prise de décision sur la gestion et l'investissement dans votre personnel. D'autres exemples d'utilisation des données, l'idée, c'est que la nouvelle approche, donc ça, on est en train de visualiser ici des éléments de ce qui va être l'outil dont on a parlé tout à l'heure, qui va devenir l'outil standardisé. Donc, l'idée, c'est que la nouvelle approche axée sur les données va pouvoir aider les pays à examiner les besoins de personnel dans les différents domaines, y compris la prestation de services, pour atteindre les objectifs, mais va aussi permettre d'optimiser l'affectation. Donc, ce n'est pas seulement un nombre de personnel, mais c'est aussi de savoir en sous-catégorie de personnel comment orienter les investissements afin de maximiser notre efficience, afin d'améliorer la lutte contre l'épidémie. Donc ici, non seulement on va arriver à estimer les besoins personnels de prestation de services, qu'il s'agisse des différents domaines programmatiques tels que la PrEP, donc la prophylaxie, ou bien le traitement, ou bien même le test, mais aussi de permettre d'analyser la dotation de personnel et les insuffisances. Le même outil va permettre de pouvoir présenter des options pour l'ajustement du personnel, qu'il s'agisse d'embauche, donc augmenter le nombre du personnel, ou leur redistribution dans les différentes zones géographiques ou dans les différentes thématiques géographiques. Aussi, avec cet outil, il y aura une approche plus standardisée de l'utilisation des données pour pouvoir informer la prise de décision et puis permettre de réorienter les ressources humaines du personnel dans les pays en fonction des besoins. Donc, tout ça, c'est basé sur une méthode d'analyse
qui a été menée par la Fondation Touch. Mais donc, c'était l'origine de cet outil et qui a été ou qui est en cours d'adaptation afin de permettre son utilisation de manière standardisée par différents pays. Bon, avant de continuer sur les différents tableaux, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais me permettre de lire. Il y a une seule question de WOCAM Juriste. Y a-t-il une zone spécifique pour la mise en œuvre du projet au Cameroun? Y a-t-il une zone spécifique pour la mise en œuvre du projet au Cameroun? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Elle concerne spécifiquement un pays. Je vais quand même retourner la question à Jerilyn. Jerilyn? Hello, Jerilyn, are you there? Okay, I think you're on mute. Bonjour Damiano, c'est Catherine. Je peux demander la question pour vous? Ok, très bien, Catherine, tu peux y aller. Bonjour tout le monde. La question est, y a-t-il une zone spécifique pour la mise en œuvre du projet au Cameroun? Ok, merci Catherine. Donc, je pense qu'il s'agit de l'orientation au niveau du Cameroun des zones prioritaires, si je comprends bien. Oui. Ok, malheureusement, je ne suis pas en mesure de donner cette information-là. Je pense que si on avait quelqu'un de USAID PEPFAR de la mission au Cameroun, on aurait eu cette information spécifique à ce pays, mais je ne suis pas en mesure ici de fournir l'information sur les zones prioritaires USAID PEPFAR au Cameroun. Y a-t-il d'autres questions? C'est tout. OK, c'est tout. Très bien. Donc, je vais continuer la présentation sur les différentes utilisations potentielles de l'outil. Donc, ici, vous avez devant vous un tableau de bord qui permet de visualiser le personnel de prestation de services et les coûts qui leur sont alloués. Donc, c'est… Oh, désolé. Voilà. Donc, c'est attendez, je pense qu'on est allé trop loin. Voilà. C'est ici qu'on était. Donc, ici, vous avez devant vous le personnel de prestation de services et les coûts alloués. On va y aller étape par étape pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, le tableau ici, vous avez sur votre gauche le nombre de personnel, donc les FTI, le nombre de personnel. Vous avez sur votre droite les dépenses totales pour chaque type de personnel. Et en horizontal, vous avez les différents types de personnel, qu'il s'agisse du personnel médical clinique, du personnel clinique des infirmiers, du personnel des différents agents, des agents de santé communautaire, des agents en charge de la gestion des cas, de la pharmacie, des laboratoires ou bien du personnel de gestion de données. Donc, voilà les différentes catégories de personnel. Et cette présentation-là permet de savoir pour une zone géographique spécifique le nombre de personnes ainsi que l'investissement total. Ainsi, vous pouvez faire une comparaison entre, par exemple, le coût total investi pour les différents agents en charge de conseil, le montant total comparé à leur nombre, comparé à ceux, par exemple, des cliniques et voir que l'investissement ou déterminer que le coût moyen d'un personnel clinique est plus élevé que le coût moyen d'un conseiller. Et c'est le genre d'analyse que vous pouvez obtenir. La même information est ségrégée ici, est désagrégée ici par zone géographique prioritaire. Donc, le graphe ici, voilà, pour éviter de mentionner des noms de zones, mais en principe, cette liste sur la droite est censée représenter différentes zones prioritaires dans les différents pays.
et c'est la liste qui est reprise ici. Et pour chaque zone, vous pourrez alors mener une analyse comparative de la composition du personnel, qu'il s'agisse en bas du nombre de personnes ou en haut des investissements effectués. Donc, vous voyez que, par exemple, dans cette zone, il y a un nombre plus élevé en proportion de personnel de community health workers, donc d'agents de santé communautaire, comparé à certaines zones où il n'en existe que très peu. Et par contre, dans la zone 2 ici, vous voyez le nombre d'agents de conseillers est très élevé. Donc, vous pouvez alors faire une adéquation, essayer de faire une adéquation entre l'objectif alloué à chaque type de personnel et l'objectif stratégique que vous avez. Vous voyez, et c'est possible de subdiviser cette information-là par zone. Donc, la même information ici, condensée au niveau pays, maintenant, elle peut être désagrégée par différentes zones prioritaires afin de voir est-ce que dans les différentes zones, le personnel disponible correspond-il aux objectifs ou aux orientations programmatiques que nous avons pour la période. Donc, voilà un exemple de visualisation de données qui peut vous permettre de faire cette analyse-là. Sur un deuxième point, c'est les mêmes couleurs, on a plutôt l'analyse de ici. Sur le premier point, on analysait l'existant. Ici, on analyse plutôt le manque, les différentes insuffisances. Donc, toujours ici, le staff actuel qui existe, en nombre, vous voyez, et ici, le staff actuel, le staff estimé pour pouvoir mener à bien les objectifs programmatiques de la période. Donc, vous voyez qu'on part du staff actuel ici et quand on fait une adéquation et qu'on fait une analyse en fonction des besoins, on a ce tableau-là plus bas. Ce qui veut dire que ici, quand on prend les agents, les conseillers, par exemple, on va avoir besoin d'un réajustement du nombre de conseillers qui doit être réduit. Donc, lorsqu'on parle de ressources humaines de santé, ou bien de gestion des ressources humaines de santé, il ne s'agit pas uniquement de recruter du personnel et d'augmenter le nombre de staff. Il s'agit aussi souvent de la réorientation du personnel vers certaines activités, certaines zones programmatiques spécifiques. Et l'exemple ici des conseillers démontre que le nombre de conseillers actuels est trop élevé pour l'objectif fixé pour la période. Le même tableau ici nous montre plutôt les gaps, donc les manques qu'il y a. Lorsque ici on a les différents types de personnel, et pour chaque type de personnel, lorsque le tableau, voilà le point 0, lorsque le graphe va vers la droite, c'est-à-dire qu'on a quelque part un manque de personnel. Et lorsque le graphe va vers la gauche, c'est-à-dire qu'on a un excès de personnel. Donc ici, on a environ 704 conseillers en trop par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Et ici, on a environ, on va dire, 555 agents de laboratoire. On manque de 555 agents de laboratoire. Donc, c'est cette information-là qui est présentée ici sous une autre forme. Et vous voyez ici, les agents de laboratoire sont ici. On doit en avoir environ, on doit en avoir un certain nombre ici, mais on se rend compte en regardant le graphe ici qu'il n'en existe que très peu. Donc, ce tableau en bas analyse alors la différence entre le nombre de staff présents aujourd'hui et le nombre de staff estimés pour atteindre les objectifs. Et c'est la même chose ici au niveau plutôt de l'analyse du personnel. Donc, ça nous permet d'analyser, mais plutôt, au lieu d'avoir une analyse combinée, d'avoir ici une analyse par différentes zones d'activité. Donc, il s'agit de la PrEP, qu'il s'agit de tests ou qu'il s'agit de traitements. Voilà les différents gaps ou les différentes orientations à avoir au niveau des besoins du personnel.
Le troisième tableau permet d'analyser la redistribution. Donc, avant, on a analysé le personnel. Le premier, on a analysé le personnel existant. On a analysé les différentes insuffisances. Ici, on analyse la nécessité de redistribuer le personnel vers d'autres zones. Et j'aimerais mettre l'accent ici sur le tableau en bas, qui, pour chaque zone prioritaire, permet de déterminer en valeur le nombre de personnel à ajouter ou à retirer, non seulement par orientation thématique, mais aussi par zone géographique. Donc, vous voyez que ce tableau-là vous permet, en tant que gestionnaire de programme, de déterminer qu'ici, on a environ 7 employés dans ce domaine-là en manque. Vous voyez, alors qu'on peut avoir certaines zones où on en aura en excès. Bon, il n'y en a probablement pas ici. Mais vous voyez, pour la même zone géographique, vous avez le total ici. Donc, c'est un ensemble de tableaux de bord qui peuvent vous permettre ou qui sont censés vous permettre d'analyser le personnel existant, d'évaluer l'adéquation avec les orientations programmatiques et puis de déterminer les changements à opérer. Une série de questions, si possible. Catherine? Je vais ouvrir moi-même. Donc, je suis ici. Alors, tout le monde est vraiment, on ne parle pas beaucoup ici, Désiré. Il y a une salutation qui dit bonsoir à tout le monde. Et il y a la question d'avant que vous avez déjà répondu. Mais Geraldine est avec nous maintenant. Alors, je vais répéter la question pour que vous traduisiez pour Geraldine et elle peut répondre. Okay, Geraldine, I'm going to ask Desiree a question. He's going to translate so you can respond. Alors, la question est, y a-t-il une zone spécifique pour la mise en œuvre du projet au Cameroun? Okay, Geraldine, the question asked is about a specific zone for the implementation of the PEPFAR program in Cameroon. Is there a specific or a priority zone in the country that you are aware of? Thanks, Desiree. That's a good question. I'm not very familiar with the geographic locations where the program in Cameroon is implemented, so I would have to follow up on that. Thanks. OK. Thank you, Geraldine. Donc, Geraldine, comme tout à l'heure aussi, stipule qu'elle n'est pas totalement au fait des conditions géographiques du programme au Cameroun, mais qu'elle va essayer de faire des recherches et puis probablement faire une réponse avec le Q&A à venir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Attends, il y a une question qui vient juste d'arriver. OK. Alors, et une autre question. Alors, merci pour ce séminaire concernant la rémunération basée sur la performance. Quelle stratégie peut-on utiliser pour ne pas impacter négativement l'atteinte des objectifs du projet? OK. Donc, dans le cadre de la rémunération basée sur les performances, quelle stratégie mettre en œuvre pour ne pas impacter négativement le projet? OK. So, Geraldine, the question is about performance-based remuneration. And the person is asking what strategy to put in place in order to not to jeopardize or put in danger the objective of the project. Yeah, that's a good question. And anything that we don't discuss in detail on the call today, I'll take in your questions and can provide some responses with more detail in writing. I think it's important when looking at your staffing data to look at both
the total numbers of people that you're supporting, what the cost of those types of staff is, and look at that in conjunction with what the service delivery needs you have are to meet the targets that, that your program is trying to achieve. So being able to look at all of those pieces in conjunction is important. I'm not aware of one specific strategy for navigating some of the performance-based remuneration specifically, but I think it's one thing that is really important to make sure that you have in place is strong strategies for managing the performance and evaluating the performance regularly of the staff that you employ, and having systems in place regularly for supervision, for evaluation, and to make sure that you are closely monitoring the activities of staff and understand what types of services are being supported. Okay, thank you. Donc, la réponse de Geraldine s'articule autour de 2 points. Le premier point, il s'agit pour vous de déterminer le nombre total de personnel disponible et puis le coût total afin de déterminer la conjonction entre le coût total qui serait investi et puis le nombre total de personnel. Donc, c'est plutôt des questions de motivation. Est-ce que les montants rémunérés permettent de motiver le personnel en fonction de ma compréhension? Et puis, le deuxième point, vu que les rémunérations sont basées sur la réalisation d'objectifs, c'est votre capacité à mettre en œuvre une stratégie solide de suivi et d'évaluation des performances. Donc, est-ce que les objectifs sont atteints? Donc, vous devez être capable d'analyser ou d'évaluer les performances et obtenir les résultats ou les informations sur les résultats en avance pour ne pas retarder, pour ne pas repousser la rémunération et vous assurer que les objectifs sont atteints et avoir cette information-là de manière anticipée. Thank you, Geraldine. I'd like to add to that answer, Desiree. So my observation is if you are on a fixed amount award or a performance-based scheme with USAID and during COVID, that it is very challenging to meet your targets because of many travel restrictions. We have brought this up to USAID, saying that it's crippling organizations not to get that funding stream in to pay salaries. Unfortunately, if it is a fixed amount award, that is not renegotiable. And so USAID encourages that partners make up the difference in achieving their targets when they are allowed to, so that they get the full amount of money. I do appreciate that this is a very difficult situation for organizations to be in. And we are lobbying USAID to reconsider using fixed amount awards with new local partners. And they're hearing us. There was a webinar to USAID staff last week with that message. Thank you very much, Catherine, for that clarification. Donc, Catherine ajoute que pour les organisations qui ont une subvention, soit un FAA, un Fixed Amount Grant, ou bien un grant basé sur les performances, il est très difficile dans cette période de COVID d'atteindre les objectifs programmatiques fixés qui, eux, déterminent le niveau de rémunération des organisations. Il y a un certain nombre de restrictions de voyage qui sont en place dans plusieurs pays. Il y a des difficultés pour se déplacer et même d'organiser certaines activités. Et beaucoup d'organisations qui ont des conventions avec un montant fixe ou qui ont des rémunérations basées sur les performances se sont retrouvées en très grande difficulté. ASAP, à travers une série de discussions avec USAID, a soulevé à quelques reprises, à plusieurs reprises même, les difficultés des organisations. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'est pas possible pour USAID
de renégocier ce type de convention-là, vu qu'elles sont encadrées par un certain nombre de règles. Cependant, USAID permet ou propose aux organisations, lorsque les restrictions de voyage sont levées, lorsqu'elles ont la possibilité de reprendre les activités, d'accélérer autant que possible leurs activités afin de se faire rémunérer, de compenser en fait toutes les périodes pendant lesquelles elles n'ont pas pu être actives. Donc, USAID propose cette option-là pour le moment. Il y a néanmoins un lobbying qui continue d'être fait par ASAP. Et puis, Catherine explique que la semaine dernière, il y a une discussion encore qui a été menée avec USAID afin d'expliquer les challenges que rencontrent les organisations dans ce domaine-là. Thank you, Catherine. You're welcome. Il y a une autre question. Quel est le logiciel utilisé pour élaborer le tableau de bord? Okay, thank you. So Geraldine, the question is straightforward. Which software was used to generate the different graphs that we saw in the presentation? Great question. It was Tableau, the platform that's called Tableau. That's what's used for those dashboards. OK. Donc, honneur aux francophones. Selon Geraldine, c'est une plateforme qui s'appelle Tableau. And Geraldine, is that platform available for everyone? So there are different versions of Tableau that require different types of licenses depending on the level of usage. But there's a basic version called Tableau Reader that I think is free and publicly available and can be downloaded from the Tableau website. OK, thank you. Donc, Geraldine explique que la plateforme utilisée pour générer ces différentes informations s'appelle Tableau. Et j'ai profité pour lui poser la question sur l'accessibilité de cet outil. Elle m'a expliqué qu'il y avait plusieurs niveaux d'utilisateurs et que certains étaient bien sûr payants, mais qu'il existe une formule de base qui s'appelle Tableau Basic, je pense, qui est disponible gratuitement, mais qui a néanmoins un certain des capacités limitées par rapport à celles utilisées pour générer cet outil. Thank you. C'est tout. Il n'y a plus de questions. OK, plus de questions. OK. Donc, on est en train d'arriver sur la troisième partie de notre présentation, qui sont maintenant les considérations pour l'optimisation des ressources humaines de santé. Voilà. Donc, les priorités USAID pour ce qui est de l'optimisation des ressources humaines de santé, c'est vraiment de s'orienter, de soutenir une approche qui permet de se baser sur les données. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vraiment pousser la gestion des ressources humaines en se basant sur la gestion de données pour accroître la redevabilité, la responsabilité et puis améliorer l'impact pour les clients de nos programmes. Donc, l'idée, c'est de vraiment arriver à mettre en œuvre un suivi régulier et fiable des dotations, de l'allocation du personnel, non seulement par zone géographique, mais aussi par zone thématique, on l'a vu, d'arriver à une approche basée sur les données, donc gérer vraiment le personnel basé sur les données afin de déterminer les besoins et puis la répartition optimale du personnel dans les différentes zones géographiques ou dans les différentes, au niveau des différents sujets thématiques. Et ces différentes approches-là doivent nous permettre de surveiller la performance du personnel. Donc, on doit être capable de déterminer, on a alloué le personnel, maintenant, est-ce que les prestations nous permettent d'atteindre les objectifs et de surmonter les obstacles et les difficultés de productivité, de performance lorsqu'ils se présentent. Et puis, l'utilisation ou l'optimisation des ressources humaines de santé doit nous permettre de déterminer au niveau financier si nos investissements permettent un retour sur investissement, si on a de l'impact en fonction de ce qu'on investit.
Et puis, le sujet inévitable, bien sûr, l'utilisation des ressources humaines de santé, nous permet de surveiller l'impact du COVID sur l'allocation du personnel. C'est une pandémie qui est arrivée pendant qu'il y avait une épidémie. Il y a une réorientation qui a été faite. Donc, on doit être capable de faire un suivi de routine des différents changements apportés pour soutenir les programmes VIH, tout en gardant en vue les besoins de personnel pour soutenir les questions COVID. Et le dernier point, c'est le suivi des préoccupations liées à la santé, même au bien-être, à la sécurité du personnel de santé. Il y a des exemples de cas COVID, des cas de manque d'équipement, de tests, des cas de, maintenant on parle même de vaccination. Donc, comment est-ce que le personnel de santé engagé dans la gestion des programmes VIH est-il protégé face à la pandémie COVID? Donc, dans le futur, l'idée est vraiment que l'outil d'inventaire de ressources humaines qu'on a vu lorsqu'on a vu les 3 tableaux, on a vu le tableau HR Care, on a vu la section Expenditure Reports, le dernier tableau qui s'appelait le ressources humaines inventory est en train de devenir, ou va devenir une exigence annuelle de PEPFAR au même titre que le Expenditure Report. Et cette exigence-là sera en œuvre à partir du 4e trimestre de cette année. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est en préparation. Donc, en vue de ce changement majeur, nous préconisons dès à présent aux organisations, aux différents gestionnaires de programmes, de commencer à collecter un certain nombre de données pour anticiper le changement à venir. Donc, l'idée est qu'au niveau des staffs médicaux, qu'il s'agisse de staff cliniques ou auxiliaires ou bien des autres staffs, que vous arriviez à collecter des données qui concernent le type de personnel, donc le personnel dans les différents rôles. On a vu le personnel clinique, médical, donc les médecins, les infirmiers, les conseillers, les agents de santé communautaire, les agents de laboratoire. Donc, commencer à collecter les informations sur le nombre de personnes dans vos différents projets selon ces différentes catégories, leur affectation par zone géographique, le nombre de, est-ce qu'ils sont à temps plein, excusez-moi, ou à temps partiel, leur domaine principal programmatique, donc où est-ce qu'ils interviennent au niveau des programmes, est-ce qu'ils font partie du récipiendaire principal ou des sous-récipiendaires, c'est important à savoir, le montant des rémunérations liées à chacune des personnes et puis le type de rémunération. Est-ce qu'il s'agit d'un personnel employé par les organisations ou plutôt de personnel temporaire contractuel? C'est des informations dont on aura besoin au moment de la mise en œuvre du nouvel outil qui s'appelle l'inventaire HRR. Mais pour le moment, si vous anticipez en collectant ces données, vous allez résoudre un casse-tête à venir. Aussi, ces informations ne sont pas collectées uniquement pour le personnel médical, mais aussi pour le personnel investi sur le programme management, la gestion de projet. Pour eux, le type de projet reste, le type d'action reste nécessaire. S'il s'agit d'agents administratifs, financiers ou juridiques, la zone dans laquelle ces employés-là sont déployés, le niveau d'engagement à temps plein ou à temps partiel, l'employeur est-il le partenaire principal ou le sous-récipiendaire et le montant total. Donc, vous voyez que pour le programme management, il y a un peu moins d'informations vu que les questions de domaine programmatique ne sont pas soulevées. En résumé, pour les orientations pour l'année fiscale à venir, quelles sont les orientations pour la COP 21 à ce moment en préparation qui va débuter sous peu? L'idée est vraiment d'arriver à examiner les données disponibles sur les allocations de personnel pour définir comment est-ce qu'on va arriver à optimiser les investissements dans la gestion du personnel. Donc, c'est vraiment ça l'objectif pour le COP en préparation.
Donc, on va utiliser les informations les plus disponibles récemment et pouvoir effectuer des analyses sur les différents personnels. Donc, quel est l'impact, quel est l'apport, si je peux me permettre, de chaque type de personnel dans les différents domaines d'activité. Donc, qu'il s'agisse de prestations de services, de prestations hors service, de programme management, donc l'apport de chaque type de personne dans l'atteinte des objectifs dans les différents domaines programmatiques. La composition, ça c'est important, qui est en train d'agir, la composition du personnel dans les différentes zones, donc dans les zones géographiques, de quoi est composé le personnel, puisque à chaque zone géographique est souvent affecté un certain domaine programmatique ou un focus programmatique. Donc, arriver à déterminer la composition du personnel peut nous aider à voir si nos ressources humaines disponibles pour une zone spécifique sont en adéquation avec l'objectif qu'on s'est fixé. Et aussi, comment la dotation de personnel dans les différentes zones prioritaires s'aligne avec l'objectif de la zone. À côté de cela, l'un des objectifs de la gestion de ressources humaines pour la COP à venir doit nous permettre d'identifier les domaines dans lesquels la dotation de personnel doit être mieux alignée. Donc, mieux aligné. Et on prend, par exemple, est-ce qu'on doit réduire du personnel dans une zone? Est-ce qu'on doit augmenter du personnel dans une zone, qu'il s'agisse de prestations de services, de gestion de programme? Donc, arriver à orienter les décisions sur la gestion du programme et puis examiner, incorporer les implications des différentes dotations de ressources humaines pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé malgré le poids ou l'impact de la pandémie COVID. Donc, il y a la pandémie COVID. Est-ce qu'il y a des changements qu'on a anticipés ou qu'on a fait et qu'on voudrait maintenir au-delà de cette période-là? Il est important de capturer ces informations. Donc, nous sommes en train d'arriver à la fin de notre présentation. Je ne sais pas s'il y a des discussions parce que pour la session d'aujourd'hui, nous aurons aussi des questions pour vous. Donc, Catherine, avant de commencer à poser nos questions, est-ce qu'il y a des questions qui existent? Oui. Oui, on a 3 questions à le moment. La première, c'est vraiment une grande question. C'est quelle est la mission première de PEPFAR USAID? What is the primary mission of PEPFAR USAID? That is definitely a big question. I can share some links and follow up in writing, but I mean, primarily as a key implementer of PEPFAR, USAID's Office of HIV/AIDS hopes to provide global leadership to maximize the impact of USAID's overall response to combat the HIV epidemic, and that USAID supports country-led efforts to combat the challenges of HIV/AIDS in over 50 countries around the world. But I can share a link to a more detailed summary of overall goals in the follow-up documents. Okay, and I will just add to that that PEPFAR's presence in Francophone Africa is much smaller than in English or Portuguese-speaking Africa, and that has to do with the prevalence of the epidemic in the areas. Okay, thank you, Catherine. OK, merci. Donc, Catherine et Geraldine ont conclu que c'était vraiment une grande question, celle qui concernait la mission primaire de PEPFAR. Donc, Geraldine a expliqué que USAID est un partenaire clé de PEPFAR parce que USAID est présent dans 50 pays avec les financements PEPFAR et joue un rôle de leadership dans le combat, dans la lutte ou dans la réponse contre l'épidémie de VIH. Et Catherine qui ajoute que dans les pays francophones, la présence USAID est beaucoup moins élevée que dans les pays anglophones ou dans les pays même lusophones. Et cette présence n'a rien à voir avec une quelconque
implication géopolitique. Il s'agit plutôt du fait de la prévalence un peu plus basse dans les pays francophones du VIH que dans certaines zones anglophones. Geraldine a ajouté que lors du partage des informations par écrit, elle allait partager des liens pour pouvoir mieux comprendre le rôle global de PEPFAR et puis son interaction avec USAID. Merci. OK. La prochaine question. Bonjour, merci pour ce séminaire de renforcement des capacités. Quels sont les critères de répartition du personnel? Comment gérer le personnel lorsque les profils ne cadrent pas avec les besoins ou objectifs? Okay. Very good one. This is a double question, Geraldine. The first one, what are the criteria of distribution of staff, right, in the different regions? And what are the... Catherine, please, can you repeat? Bonjour, merci pour ce séminaire de renforcement de capacité. Quels sont les critères de répartition du personnel? Et comment gérer le personnel lorsque les profils ne cadrent pas avec les besoins ou objectifs? Okay, thank you. So the first question is about the criteria of staff distribution across a region or a country. And the second one is, how do you manage a case where staff profile are not matching the needs or the objectives? Thanks. Those are great questions. So I think the first part on how do you determine where to distribute staff? In the analysis examples that we shared and that Desiree presented in the slides, for that new analysis, which is called the HRH Needs and Optimization Solution, it makes suggestions for how to redistribute staff based on the location of the currently supported staffing compared to the total need. And it looks at that across different geographic regions to identify if there would be places that might need more of certain types of staff or certain places that need less of certain staff. I think there's information in the COP21 guidance about quite a bit of detailed information about optimizing human resource staffing and understanding the geographic distribution of staff. So I'll share that information as well in the follow-up content. But it's important to make sure that you have staff that are able to meet the service delivery needs of the types of services that you're providing to clients in different areas. So taking a holistic look at the types of services you're providing where and the composition of staff that you have in different areas to understand if there might be gaps or areas that different types of staff would be needed. Maybe I respond to this one first. Yeah, sure. Yeah. OK. Donc, la réponse de Geraldine est claire. Hein? Donc, l'outil qu'on a utilisé, qu'on a partagé aujourd'hui lors de la session inclut une section sur les besoins en ressources humaines. Et cet outil-là permet ou suggère en fonction des différents endroits, des différentes zones et des objectifs qui sont insérés, permet de déterminer ou d'identifier les besoins dans les différentes zones. Donc, c'est une section, ce que j'ai compris, quelque peu automatisée qui permet de, en fonction des différentes zones géographiques, déterminer les besoins du personnel. Donc, vous pouvez comparer ces besoins-là avec l'existant. Un deuxième point, c'est que Jeremy indique que pour ce qui est de la COP, de la COP 21, il y a un document d'information, un guide qui va nous permettre l'optimisation et la distribution du staff de manière géographique qui existe.
dans le document de COP 21 que vous devez avoir ou que vous allez avoir sous peu. Elle se charge d'inclure le lien pour obtenir les différents documents lorsqu'elle répond aux questions par écrit. Et elle finit en disant que votre question est cruciale parce qu'il est important au niveau de chaque programme de déterminer la cohésion, l'adéquation entre les besoins ou les cibles programmatiques et puis les ressources humaines disponibles. Donc, il faut avoir ça en tant que priorité et l'outil en développement plus les guides pour le COP 21 doit vous permettre de vous orienter sur ce sujet. Yes, Jerry? Great. And can you repeat the second portion of their question? The question was about the profile. What do you do when the profile of when your present staffing profile doesn't match your needs or your targets? Yeah, that's a good question. And I think, unfortunately, that's very context specific and dependent on the needs of different programs. But I think one thing that's important to look at is if there are ways to redistribute some of your existing resources to make sure that you're investing in the types of staff who can best help you meet the needs that you have to deliver services to meet your objectives. OK, thank you. Donc, la réponse de Jerilyn concerne, elle pense que c'est très contextuel comme réponse et il s'agit en fait pour vous d'analyser les différentes possibilités de redistribuer le personnel. Donc, l'option 1 serait de regarder la réorientation du personnel d'un domaine vers un autre. Et moi, je me permets d'ajouter que s'il s'agit de capacité ou s'il s'agit de capacité, il serait peut-être nécessaire, après avoir mené l'analyse des différents besoins, d'inclure dans votre COP les nécessités de formation du personnel pour les aider à se réorienter vers d'autres domaines ou à améliorer leurs différents profils. Thank you. Devant vous apparaît maintenant le sondage. Attendez, Désiré, il y a 2 autres questions pour vous. OK. Now, I'm talking about the poll. Oh. Voilà, vous pouvez commencer à répondre au sondage. Ça va vous prendre environ 30 secondes, mais c'est très important pour nous. Yes, Catherine. Nous souhaiterons une explication de FTE. Par exemple, j'ai du personnel qui est chargé à 20% sur mon projet. Quel est son FTE puisque à 100%? Le FTE est une... I think I said that right. Yes. Catherine? Yes, so Geraldine, the question is on FTE and what do you do when somebody is charging 20% of the time to the project? Yeah, that's a good question. So FTE in English stands for full-time equivalent, and it's a measure that's used to estimate total staffing LOE or level of effort on different types of activities. So for example, if I am a nurse and I'm working full-time on your project, then my FTE measure is 1. If I'm a nurse and I'm working only 20% of my time on this project, then my FTE on the project is 0.2. So a portion out of the total of 1 because I'm not working all of my time on the project, if that makes sense. Yes. OK. Le FTE en anglais qui veut dire full-time equivalent équivaut à la mesure de votre niveau d'effort sur le projet. Donc, l'idée, c'est que si vous êtes un personnel à 100% sur un projet, à 100%, au moment où on mesure le FTE, votre FTE sera 1. Si vous êtes un personnel à 20%
sur le projet, au moment de mesurer le FTI, votre FTI sera 0,2. Donc, c'est en quelque sorte une forme de pourcentage de votre niveau d'effort qui permet d'évaluer le nombre total de personnel ou un équivalent. Parce que lorsque vous allez avoir 5 staffs à 20%, les 5 staffs vont représenter un FTI. Donc ici, il ne s'agit pas de déterminer le nombre de personnel parce que vous avez 5 employés, mais qui correspondent à un FTI. Est-ce que c'est clair? Donc, le FTI permet de faire la distinction entre le nombre d'employés, qui sont les individus, et puis le niveau d'effort, qui est la somme de leur pourcentage d'investissement sur un projet spécifique. Thank you. OK. Il y a une autre question. COP, C-O-P, signifie quoi et quel est son objectif et son impact sur les projets? So what is the COP and its objectives and impact on the projects? Yes, COP. Sure. You guys may have other information you want to add to this, but COP stands for Country Operational Plan, and that's guidance that is distributed every year by the Office of the Global AIDS Coordinator at the U.S. State Department, which leads the PEPFAR program. So there's guidance put out every year to help guide the planning and implementation of projects that are supported by PEPFAR. OK, thank you. Donc, le COP, COP correspond à Country Operational Plan. Donc, c'est la période de planification des programmes USAID. Donc, au moment de planifier une année fiscale USAID, donc l'année fiscale, c'est souvent mentionné FY, donc qui part de octobre, du 1er octobre au 30 septembre. Donc, la planification d'une année fiscale s'appelle le COP. Donc, il y a un guide, il y a un document stratégique qui est partagé qui permet au niveau global et qui se décline au niveau au pays, qui permet d'orienter les activités pour l'année fiscale à venir. Donc, c'est cet exercice de planification qui s'appelle le COP. Il n'y a pas d'autres questions à le moment. Il n'y a pas d'autres questions. OK, on arrive donc à un moment très intéressant pour moi où ça devient plutôt moi qui pose des questions et puis on va essayer d'être un peu interactif avec nos participants aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de déterminer, et vous pouvez répondre par écrit, soit je préfère dans le chat ou dans le Q&A. I don't know what's better, Catherine, for the responses, in the chat or in the Q&A? The Q&A. OK. Donc, vous allez répondre par écrit dans le Q&A et puis on va lire les réponses. Donc, le premier... Je veux dire au revoir. J'ai une autre réunion. Merci beaucoup pour tout ce séminaire. Merci, Geraldine. Thank you, Catherine. Au revoir. Merci, Catherine. OK. Donc, ça n'arrive pas souvent, mais cette fois-ci, c'est nous qui posons les questions. Quel type d'informations du personnel collectez-vous actuellement dans votre organisation? Et puis, comment vous utilisez ces données? Donc, on va procéder étape par étape. Donc, quel type d'informations de personnel collectez-vous actuellement et comment utilisez-vous ces données? Si vous avez des réponses. N'hésitez pas à taper directement. On ne va pas tarder, on va aller sur la deuxième question. Vous allez avoir le choix alors. Quel impact la pandémie de COVID-19 a-t-elle eu sur les agents de santé communautaires que vous soutenez? Quel impact la pandémie de COVID a-t-elle eu sur les agents de santé communautaires que vous soutenez? Et la troisième, elle concerne les changements que vous avez apportés à vos modes de gestion de personnel de santé et les prestations de services que vous comptez maintenir au-delà de la pandémie COVID. Donc, les changements apportés du fait
du COVID et puis les prestations que vous comptez maintenir après pour les années à venir. Donc, vous avez 3 questions. On va en lire quelques-unes. Donc, je pense que c'est Rosalie Ngumjwen qui nous dit qui parle de profil académique et professionnel. Je pense qu'elle répond à la première question qui est quel type d'informations collectez-vous? Donc, elle parle du profil académique et de l'expérience professionnelle. So, Geraldine, to the first question, we have an answer. Rosalie is talking about collecting information on people, on their staff academic profile and professional experience. Ce sont les seules données professionnelles que vous collectez. Est-ce que pour chacune de vos zones géographiques d'intervention, vous savez exactement combien de conseillers vous avez, exactement combien d'agents de santé communautaires, combien de médecins? Je vois pour la question 1, une réponse sur la performance. Pour la question 3, au début de la pandémie, nous avons fait un programme de travail au bureau. Donc, est-ce que vous comptez, Elisabeth Biboum, est-ce que vous comptez maintenir ce programme de travail au bureau après la pandémie? Est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce que ça a eu un impact sur vos performances? Il y a Didier Ngoy qui parle de, quand on posait la question sur le type d'information collectée sur le personnel, il parlait du temps mis sur le projet. Donc, Didier Ngoy, quand vous parlez de temps mis sur le projet, est-ce qu'il s'agit du temps global ou bien vous arrivez à déterminer le temps mis spécifiquement sur des domaines programmatiques? Est-ce que c'est du temps mis sur la prévention? Est-ce que c'est du temps mis sur le traitement, les activités de laboratoire? Donc, il y a Freddy qui parle de la maximisation du rendement. Ce serait important de préciser à laquelle question vous répondez. Pour la question 2, on a Mamadou Kone qui nous dit que pour ce qui est de l'impact de la pandémie, il y a eu la restriction des activités de terrain. Oui, est-ce que à la fin, comment est-ce que vous avez réussi à mener vos activités malgré les restrictions? Est-ce que vous avez pu continuer à mener des activités? Il y a Urbain qui nous dit que le nombre d'heures de travail réalisées mensuellement à travers le timesheet, l'atteinte de performance assignée hebdomadairement et mensuelle. Je pense que c'est les informations collectées. Mais vous avez, pendant la session d'aujourd'hui, on a vu aussi un certain nombre de données collectées. Est-ce que vous collectez des données qui peuvent vous permettre de générer ce genre de graphe-là? Ebenezer qui dit que le COVID a conduit à actuer le travail en ligne et a établi un programme de rotation journalière au siège de l'association. Kamga qui dit pour la question de que le COVID a entraîné un ralentissement des activités à cause de l'indisponibilité de certains partenaires dû au contexte. Didier Ngoy qui dit que le rythme de travail a changé et ils ne sont plus en contact. Certaines activités ne sont pas réalisées en groupe et le suivi se fait par home-based visits. Juriste Wokam que l'impact du COVID est très visible sur l'atteinte des objectifs, notamment la frustration des agents communautaires et la réticence des populations.
Rosalie, l'impact des agents sur les agents de santé. Il a été plus sur la qualité de la performance atteinte des objectifs que chaque agent, car les activités sur le terrain ont été suspendues. OK. Donc, je suis content d'avoir toutes ces réactions de votre part. Il y a Freddy qui parle de la difficulté causée par la distanciation, la peur des contaminations dans les consultations. Elisabeth, nous n'avons plus maintenu ce programme parce que nos bureaux sont grands, alors nous respectons la distanciation sociale et le nombre de personnes présentes en réunion est réduit. Donc, ça, c'est plutôt la question 2. Maintenant, je suis content de cette interaction parce que pour la session en anglais, il y a même eu 2 organisations, l'une du Malawi et l'autre de Tanzanie, qui sont intervenues et qui ont fait des présentations, chacun d'environ 1 quart d'heure, pour expliquer quel genre d'informations ils arrivaient à collecter, comment ils arrivaient à utiliser ces informations-là, et puis l'impact que l'amélioration de leur gestion des ressources humaines de santé a apporté sur leur programme. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des organisations qui sont disposées ou qui seront disposées lorsqu'on va faire le prochain séminaire à exposer pendant environ 1 quart d'heure sur ce point-là et à partager l'expérience de votre organisation ou de votre projet sur la gestion des ressources humaines de santé auprès des autres. Si vous êtes disponible, n'hésitez pas. Lorsque vous allez recevoir l'email avec la présentation du jour, vous pouvez répondre à cet email-là de ASAP et dire que vous êtes disposé lors de la prochaine présentation, lors du prochain webinaire sur le sujet, à présenter un cas. On aimerait 2 cas sûrement, 2 organisations ou 2 projets. So, Geraldine, I was explaining that for the English session, we had 2 organizations presenting their experience. And for the repeats of this session, we would like also Francophone organizations or projects joining us and sharing experience. So they will send us an email if they're interested, and then we'll be discussing for next presentation. Great, that sounds good. Thanks, Desiree. OK. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? So I'm asking if there are new questions. Otherwise, I think we can end it for now, unless, Geraldine, you have extra information to share. Non, seulement merci pour votre participation et yes, thank you all for joining today, and please let us know if you have any other questions and follow up. OK, thank you, Geraldine. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les proposer dans la section Q&A. Donc, la section Q&A, le webinaire va rester ouvert quelques minutes après la clôture officielle, mais vous pouvez continuer à poser vos questions dans la section Q&A. On va faire l'effort d'y répondre. Et puis, plus tard, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà devant vous les adresses de Geraldine Hoover et de Diana Fremus. Geraldine était avec nous, nous a soutenus lors de la session du jour. Et ainsi prend fin notre session du jour. Et j'étais ravi d'être avec vous encore une fois. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.